N'avez-vous jamais rêvé d'entrer dans un tableau? Prendre le train à Paris, gare Saint-Lazare, en plongeant dans les tableaux de Claude Monet? Ou encore vous retrouver à une autre époque, en plein milieu d'un village moyenâgeux, décrit par le Brabançon Pieter Bruegel. Cela semble désormais possible grâce à ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, ce n'est pas un procédé nouveau, mais il ne fait qu'évoluer avec la technologie. L'immersion est de plus en plus utilisée par les musées pour faire transporter leurs visiteurs. Le but est de les plonger dans un univers spécifique grâce à des écrans à 360 degrés ou encore à de la réalité virtuelle. Mais alors ce concept fonctionne-t-il vraiment? Pouvons-nous faire partie d'un tableau, mais en ressortir en ayant appris quelque chose? Ces procédés permettent-ils de rendre l'art plus accessible? A-t-on affaire à de la représentation artistique ou à du divertissement? Nous avons voulu répondre à toutes ces questions. Pour ce faire, un panel de visiteurs a accepté de faire l'expérience pour nous. Nous retrouverons alors Artila et Anissa, deux sœurs, Patrick, Thibaut, Miles et Anna, notre famille du jour, mais aussi deux adolescentes, Lamia et Sheima, un couple d'étudiants, Louane et Éloi, et enfin une habituée des musées et ancienne professeure d'histoire, Rite. Ces visiteurs, nous les suivrons lors de leur visite à Bruxelles de deux expositions immersives, Beyond Bruegel et Monet The Immersive Experience. Direction tout d'abord Galerie Horta, c'est là que se tient Monet The Immersive Experience. On y retrouve Artila et Anissa, mais aussi Thibaut et ses enfants qui entrent dans l'exposition. Monet The Immersive Experience propose à ses visiteurs de se plonger dans l'univers de Monet grâce à une immersion à 360 degrés et à de la réalité virtuelle. Dès leur entrée, les visiteurs sont plongés dans cet univers grâce aux couleurs bleutées et violettes, mais aussi au décor verdoyant. C'est dans ce premier espace que les visiteurs peuvent en apprendre sur la vie de Monet grâce à des panneaux informatifs. C'est d'ailleurs ici que nous retrouvons Patrick. Claude Monet, c'est le père de l'impressionnisme. Il reproduisait les lumières, les formes et les couleurs telles que son œil les percevait. Monet a dédié sa vie à la peinture. Il est bien connu pour son art, ses nymphéas, mais aussi pour sa grande barbe et son jardin japonais à Giverny. Les deux sœurs sont les premières à entrer dans l'expérience immersive. La musique c'est un peu fort par contre, la musique c'est vrai c'est un peu dérangeant, c'est un peu moins fort. Ah oui, j'aime bien ça. C'est assez joli, c'est très éclairé. Par contre il y a juste beaucoup de bruit donc on a du mal à s'entendre. Mais sinon c'est très joli ça oui. Moi j'aime bien que l'image elle bouge, on a l'impression d'être un peu dans la peinture en quelque sorte. Après c'est dommage qu'on passe trop vite d'une peinture à une autre, on n'a pas le temps vraiment de profiter, de vraiment analyser et tout. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi un peu des images ici par terre. Mais sinon le fait que ça bouge etc. Le concept est intéressant. Ouais, le concept est intéressant et original. De son côté, Patrick découvre lui aussi l'atmosphère de la salle immersive. Découvrons ses premières impressions. Je suis passé la porte il y a quelques minutes là et ici il y a une coupure nette. Ouais, il y a une coupure nette. C'est beau, c'est beau. Entre la musique et les couleurs, bon, j'aurais dit ça il y a 3 minutes quand la musique était un peu différente, mais c'est assez apaisant en fait. Ce sont des couleurs assez chaudes. Il y en a partout, donc ça c'est Monet en plein. Et donc oui, c'est très apaisant. On entend les oiseaux, on entend l'eau qui coule. C'est un quart d'heure ici, c'est un quart d'heure de méditation. De leur côté, Anna, Miles et leur papa prennent eux aussi part à l'expérience. J'aime bien les peintures qu'il y a par terre. Elles sont jolies. Comment ça disparaît en fait? Ça disparaît jamais, hein. Mais ça change. La première impression, c'est que c'est vraiment magique. Il y a quelque chose de très reposant en fait à être ici et à voir toutes ces peintures qui s'animent. C'est la magie quoi. C'est assez beau, c'est majestueux. On est vraiment entouré par toute cette beauté. À 350 mètres de là, au Palais de la Dynastie, c'est le peintre belge Pieter Bruegel qui est mis à l'honneur. À l'occasion de la commémoration des 450 ans de sa mort, Beyond Bruegel est une exposition qui plonge les visiteurs dans l'univers du peintre grâce à l'immersion.
Bruegel, c'est l'un des grands noms de l'école flamande. Il est connu pour avoir ouvert l'art à la peinture rurale. Des peintures rurales que vont entre autres découvrir nos visiteurs. On retrouve cette fois-ci Lamia et Shaima, les deux ados, mais aussi Éloi et Louane. À leur entrée, nos visiteurs arrivent en plein hiver. En réalité, ils sont dans une salle immersive qui les plonge dans le tableau de Bruegel, Chasseurs dans la neige. L'occasion de découvrir ce tableau sous toutes ses formes à 360 degrés, mais aussi d'entendre l'histoire de Bruegel, l'histoire de ces tableaux et de l'époque à laquelle ils ont été peints. C'est une voix se présentant comme Peter Bruegel lui-même qui raconte ses histoires et accompagne ainsi les visiteurs. Louane et Éloi semblent eux se prendre au jeu de l'immersion. Moi j'ai adoré, c'est super chouette, on est aussi vraiment dedans. Il y a un petit côté dessin animé comme ça, on voit les petits bonhommes qui bougent. Il y a certaines scènes qui font encore rire maintenant, qui devaient sûrement faire rire à l'époque. Ouais, on est vraiment plongé dedans, on s'imagine mieux le mouvement dans les toiles quand on les voit bouger. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Le fait qu'il y ait une sorte de 3D et d'empilement ou d'étapes dans les peintures, ça donne un côté vraiment immersif. Et ça donne un autre côté de la peinture. Ça crée énormément de profondeur et on a vraiment l'impression d'être dedans. Profondeur, tu vois, quand c'est des petites choses plus éloignées. Ah oui. Quand tu vois les oiseaux, là, t'as vraiment l'impression qu'il y a énormément de profondeur. Rita a à son tour pris place dans la salle. Écoutons ce qu'elle en pense. Je suis dans le tableau de Bruegel. On se sent tout à fait entouré du monde de Bruegel. Quand on va au musée, et pour admirer un tableau, ils sont parfois petits, il faut aller tout près pour voir les personnages, tandis qu'ici ils sont agrandis, on voit tout de... Et vraiment, on se croirait dans un village flamand au XVIe siècle. Mais comment ça marche? Comment peut-on avoir l'impression d'être dans un village flamand du XVIe siècle ou dans un champ fleuri alors que nous sommes en plein milieu d'un musée? Les musées utilisent en fait différents procédés pour arriver à proposer une telle immersion. Le point de départ, c'est la digitalisation des œuvres. Vu qu'on a 1000 m² d'écran, on a dû digitaliser les œuvres de Monet avant même de les animer pour avoir ces œuvres de la plus haute définition possible. Et puis ensuite, on va utiliser des processus informatiques, utiliser des graphistes, des animateurs vidéo pour pouvoir mettre en lumière et mettre en musique, si on peut le dire comme ça, ces peintures qui vont s'animer sous le regard du spectateur. C'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement technique. On a 60 projecteurs, 1000 m² d'écran, on doit faire un mapping de la salle complète, parce qu'évidemment, une salle n'est pas l'autre. Mais les salles immersives, ce n'est pas le seul moyen de faire plonger les visiteurs dans un univers. À Monet des Immersive Experience, on a aussi fait le pari de la réalité virtuelle. On a une direction artistique qui va créer un spectacle aussi dans l'univers du peintre, pour pouvoir immerger le spectateur au moyen de la réalité virtuelle pour ça. C'est alors équipé de casques sur les yeux qu'Artila, Anissa, Patrick, Thibaut, Miles et Anna vont poursuivre leur découverte de l'univers de Monet. Bienvenue à la réalité virtuelle. Donc on vous invite à voir un peu l'univers de Monet. Vous allez rentrer dans la maison de Monet et vous allez voir un peu tous les endroits, tous ces voyages où il a été. Et cela se passe pendant 10 minutes. Donc je vais mettre play dans 1 minute et une très bonne séance. De rien. À travers les casques de réalité virtuelle, nos visiteurs se glissent dans la peau de Claude Monet. Ils découvrent les lieux de ses voyages, les Pays-Bas, la Norvège, Londres, mais aussi son atelier à Giverny. Là, je suis comme dans une jungle florale avec un petit lac et des poissons. Ouais. Moi, j'ai une maison. Moi aussi, je veux une maison. J'ai peur. Pourquoi? Allez, donne-moi ta peur. Je suis en train de me rapprocher de la falaise. Et donc je suis grosso modo à 3 ou 4 mètres du sol, au-dessus de l'eau. Je trouve ça intéressant, je trouve que c'est une manière rapide de voir plusieurs œuvres l'une à la suite de l'autre. Je pense que c'est aussi très intéressant pour les jeunes, parce que c'est pas ennuyant, donc ça va vite aussi, donc c'est intéressant. On avait vu une madame sur l'herbe et on a vu aussi des coquelicots. J'ai vu aussi une madame, oui, avec un petit enfant qui allait prendre de l'eau avec un seau. C'est une très belle manière de découvrir un peu la vie de Monet, par où il est passé et puis son univers. Et tu peux s'insérer?
Voilà, je pensais que pour eux rester assis 10 minutes avec un truc sur la tête, ça tiendrait pas, mais ils ont tenu, donc c'est que ça marche en fait, c'est que c'est bien fait et puis que c'est juste la longueur suffisante, quoi. C'est aussi impressionnant ici, hein. Je ne sais pas encore si je préfère le tableau original ou celui-ci. Au Palais de la Dynastie, en plus de l'immersion à 360 degrés, ce sont des écrans géants qui sont proposés aux visiteurs. Ils permettent alors de découvrir les moindres petits détails des œuvres de Bruegel. Une technologie qui se prête bien à l'artiste tant ces tableaux sont remplis de nombreux éléments. Je vois un éléphant là, c'est formidable. À l'époque, un éléphant, ça a dû être quelque chose de très spécial. Le réel, c'est un peu lassant et c'est beaucoup trop petit. Il faudrait vraiment, comme je disais, des jumelles ou même ceci c'est agrandi, donc c'est tellement minutieusement peint que ça vaut la peine de l'agrandir. Il y a plein de détails qu'on ne voit vraiment pas quand on est un quart d'heure devant un tableau dans un musée avec plein de monde. C'est pour ça que plonger dedans, l'immersion, c'est un bon médium. C'est une partie. Il a fait jusqu'aux échafaudages. C'est vrai que c'est bien détaillé. Mais ouais, et ce qui est bien avec lui, c'est que c'est des détails assez historiques et réalistes, ce qui fait que pour la recherche... Je sais pas si c'est très réaliste tout ça. C'est des grands zooms sur des petits détails qu'on n'aurait peut-être pas spécialement remarqué devant une toile. Je sais pas, on verra par la suite. Et puis ça crée un peu une ambiance. Par exemple, j'ai vu deux, trois zooms où on avait l'impression d'être dans la toile en fait, parce que les têtes étaient à notre hauteur et tout. Bah, déjà, le fait que ce soit sur des tableaux interactifs, ça change de ce qu'on peut voir habituellement dans un musée quand on voit une peinture, une sculpture ou quoi. Ici, le fait d'avoir des images qui changent et le fait que ce soit deux grands énormes peintures ou toiles, bah, ça rend un côté beaucoup plus... on a l'impression d'être dedans en fait, c'est vraiment ça. Donc c'est assez particulier et c'est vraiment autre chose, on a l'impression de vivre une autre expérience. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que, comment on dit, genre quand on voit les œuvres, bah, on voit des émotions. En rentrant ici, j'ai trouvé ça très agréable en regardant les panneaux. C'est très lumineux et on voit que ça essaie de nous raconter une histoire, ça essaie de nous montrer plusieurs images. Par contre, je suis moins fan de la gravure. Oui. Mais... Je savais pas qu'il a fait de la gravure déjà. Moi non plus. Je crois que c'est la gravure. Je ne connais pas bien. Fête et foire. On dirait rien. Ah, regarde, elle fait pipi. Louane et Éloi semblent convaincus par les procédés utilisés, mais ils soulignent une chose. C'est le fait d'observer sans forcément savoir ce qu'on observe en fait. Donc on regarde des bouts de scène, mais est-ce que les gens qui dansent, c'est une peinture de personnes qui dansent, ou alors est-ce que c'est une guerre et que dans le coin du tableau, il y a deux personnes qui dansent? On ne sait pas trop ce qu'on regarde en fait. Après, ça aussi, ce côté, on découvre et on ne sait pas trop où on va, qui est plutôt positif aussi. Donc c'est à double tranchant. C'est donc à l'aide de technologies perfectionnées que les tableaux de peintres prennent vie dans les expositions immersives. Les institutions muséales tentent ainsi d'immerger leurs visiteurs. Mais pour que l'immersion soit réussie, elles vont devoir créer une rupture avec le quotidien. L'utilisation des nouvelles technologies amplifie terriblement cette possibilité de rupture avec le quotidien. Pourquoi? Parce que finalement, l'expérience au musée peut devenir une expérience polysensorielle. On interagit dans le cadre d'une exposition au moyen de tous nos sens. Tous nos sens sont éveillés, donc moi j'aime bien. Ça permet de voir les peintures autrement. On n'arrête pas de tourner notre tête, on tourne sur nous-mêmes pour voir tout, pour capturer tous les petits moments de l'immersion. Donc on est vraiment très attentif en fait. Non, je suis d'accord avec elle. Mais il n'y a pas que les sens qui sont mobilisés durant la visite. Le but de l'immersion sera aussi de susciter des émotions. Ça me touche parce que je me mets dans la peau, je me mets dans la situation qu'on me présente. On peut créer davantage une émotion puisque nous sommes face à l'inattendu. On peut développer également davantage une proximité par rapport aux visiteurs. Cette proximité, qu'elle soit culturelle, géographique ou psychologique, peut plonger les visiteurs dans leurs souvenirs. C'est le cas de Rite face au tableau de Peter Bruegel. J'ai vu tout à l'heure l'hiver
et les gens qui patinent sur les étangs. J'ai beaucoup fait ça en tant que gamine. On avait des hivers plus rudes à l'époque et on faisait du patinage en plein air. Pour susciter l'intérêt du spectateur ou du visiteur, il faut que l'information qu'on lui donne à ingérer le fasse réfléchir, mais également s'émouvoir. Les deux, finalement, les deux organes sont demandés, le cerveau mais le cœur. Ainsi, pour faire vivre une expérience inoubliable, les expositions immersives doivent à la fois délivrer des informations aux visiteurs, mais aussi leur faire ressentir des émotions. C'est vrai que c'est tellement ludique qu'en fait, ils vont tout de suite... ils vont jamais oublier Monet, en fait. Parce que l'expérience ici, ils la vivent dans le corps, en fait. Et donc, je pense qu'ils n'oublieront jamais qui c'est Monet. Et ils se souviendront toujours de cette expérience-là, ce qui n'est pas le cas dans tous les musées. Les expositions immersives parviennent ainsi à plonger leurs visiteurs dans un univers, à leur faire ressentir certaines émotions. Mais ce type de représentation artistique permet-il réellement d'attirer un nouveau public? L'immersion permet-elle de rendre l'art plus accessible? Au Musée royal des Beaux-Arts, on s'est aussi tenté à l'immersion. Ici aussi, c'est Bruegel qui est mis à l'honneur grâce à ce qu'on a appelé la Bruegel Box. La Bruegel Box est une salle immersive dans laquelle 5 vidéos HD donnent vie au tableau de Bruegel. Cette Bruegel Box accueille un public assez diversifié. C'est vraiment un outil qui est très grand public, le système de l'immersion. Beaucoup de visiteurs même revoient les films plusieurs fois. Tous ces dispositifs numériques intéressent plus particulièrement un public jeune, parce qu'on voit directement que les plus jeunes s'approchent directement des bornes, des écrans mis à leur disposition. Il y a de la musique, donc ils sont très vite intéressés. Ce public, ce sont notamment de jeunes enfants. À Monet The Immersive Experience, un espace spécifique leur est d'ailleurs consacré. On invite la participation aussi de notre visiteur et de leurs enfants à une activité, parce qu'on a développé ce qu'on appelle un sketch and post qui permet aux visiteurs de colorier des peintures de Monet qu'on a mises en noir et blanc, juste on en a fait le trait, on les met à leur disposition avec des crayons de couleur, et lorsqu'ils ont colorié avec les 3 couleurs principales de Monet leur œuvre à eux, ils peuvent la mettre dans un rétroprojecteur et les projeter sur un mur. Tu as pris sur le gros bouton, viens voir. Il va arriver. Regarde, il est venu. Yeah. Yeah. Mais les jeunes enfants, ce n'est pas le seul profil de public que les expositions immersives peuvent et souhaitent accueillir. Rendre l'art plus accessible au plus grand nombre, c'est d'ailleurs l'un des objectifs des organisateurs. Beaucoup de gens sont un petit peu intimidés face à la culture, ils sont un petit peu intimidés face au fait d'aller au musée, d'être devant une œuvre qu'ils vont qualifier d'inerte. C'est assez impressionnant, on a l'impression que c'est l'affaire de quelques-uns de comprendre et de saisir l'art. Et on a envie de rendre cet art beaucoup plus accessible, et je pense qu'en l'animant, en le magnifiant, en racontant une histoire, c'est d'essayer de donner aux spectateurs le contexte dans lequel l'artiste a créé son univers et ses peintures. On a eu un peu de tout. On a eu beaucoup d'étudiants de tous les âges, mais aussi beaucoup des gens âgés, des gens qui cherchaient vraiment d'encore plonger plus dans les détails de son œuvre. On a beaucoup de visiteurs qui nous disent « Eh bien, je ne vais pas au musée et vous me donnez envie d'y aller ». Ce nouveau public, les expositions immersives les attirent grâce aux nouvelles technologies, mais aussi grâce à la promesse d'expérience qui en découle. Vous allez toucher des publics qui vont être intéressés par les outils en soi, par l'expérience, notamment si vous utilisez la réalité virtuelle, il y a le tout côté expérientiel qui va motiver peut-être des publics plus jeunes ou des publics simplement curieux de voir, d'expérimenter une nouvelle approche. Donc vous auriez des gens qui par exemple ne s'intéressent pas à des grands peintres mais qui vont s'intéresser à la question de la réalité virtuelle. Et là en fait vous faites des connexions. Cependant il reste difficile de fidéliser les visiteurs. La volonté de se rendre au musée dépend d'ailleurs de plusieurs critères. Du bagage culturel qui est souvent lié à l'éducation, au niveau de l'instruction, mais aussi à l'éducation donnée par la famille, mais il y a aussi l'âge. Mais alors, a-t-on affaire à du divertissement, du spectacle ou réellement à de la représentation artistique ? Du côté des experts, les avis sont partagés. Pour certains, les expositions immersives rentrent dans les deux catégories. On ne peut pas nier que c'est un spectacle.
Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on devrait opposer spectacle à création artistique. Alors oui, on reproduit l'œuvre de Monet, mais il y a quand même une dimension éminemment artistique dans l'animation de ces toiles, dans la création de tout cet univers immersif, dans la création de la réalité virtuelle. Ça reste un geste tant artistique pour les graphistes qui travaillent avec nous, les animateurs, les intégrateurs vidéo, que la conception artistique de toute l'exposition. Du côté de Beyond Bruegel et des Beaux-Arts, on insiste sur le travail fourni en amont. Les outils utilisés, donc c'est-à-dire les images, on apporte vraiment un très très grand soin à la production de ces images. Donc non seulement au niveau de la définition, donc la résolution des fichiers qui sont produits, mais aussi au niveau de la fidélité chromatique. Donc ce sont des images qui sont fidèles aux œuvres. On a trop étudié sur le sujet Bruegel, on a trop parlé avec des scientifiques, avec des professeurs, avec des autorités mondiales sur Bruegel. On a trop travaillé dessus pour dire c'est du divertissement, non. C'est vraiment une présentation artistique. Mais l'immersion est aussi vue comme un outil de médiation. On se sert vraiment de la Bruegel Box pour transmettre un message, pour transmettre le résultat des recherches scientifiques les plus récentes. Si on fait un petit peu attention, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations qui passent. Elles passent par le biais du visuel, mais par le biais du son, et le biais du son au niveau de la musique, mais également par le contenu textuel qui est présenté. Pour Chantal Decorte, cela dépend de la manière dont l'information est présentée et communiquée. Un musée aujourd'hui reste, malgré tout, un lieu de savoir et de transmission de savoir. Et si c'est avec des nouvelles technologies, finalement, quelle est la dose, j'ai envie de dire, quelle est la dose de nouvelles technologies pour faire passer, pour permettre cette transmission de savoir? Le dosage est important. Pour la simple et bonne raison que si on excède dans l'utilisation d'effets spéciaux, comme je le disais avant, on va perdre le message au profit du spectaculaire. Et nos visiteurs alors, ils en pensent quoi? Spectacle ou représentation artistique? Je pense que ce sont les deux, c'est peut-être une manière d'attirer le regard et je pense que ça permet justement de montrer que c'est accessible. On est dans le tableau en fait. Du coup, même sans comprendre, il y a un côté de divertissement. Moi, je pense que c'est plus divertissement que vraiment musée. J'ai pas vraiment eu l'impression d'être dans un musée traditionnel, disons. C'est plus divertissement, mais c'est pas un point négatif, c'est chouette. J'aime bien. Je suis d'accord avec ma soeur, du coup, oui, c'est plus divertissement que musée traditionnel, comme elle a dit. Mais c'est intéressant à découvrir, c'est une nouvelle façon de découvrir des œuvres d'art, donc pourquoi pas. On est dans la représentation artistique, hein, parce qu'on voit des paysages italiens, sachant que Bruegel a été en Italie. Non, c'est pas spectaculaire, non, c'est vraiment... C'est expliquer l'art de Bruegel pour mieux le comprendre. Ah. C'est quoi l'art finalement? Moi je trouve que c'est... la technologie moderne, la vidéo au service de l'art. Finalement, l'immersion est seulement une tendance ou va-t-elle devenir l'un des éléments majeurs de la visite muséale? Je pense que c'est plus qu'une tendance que dans un monde de plus en plus technologique, on mobilise cette technologie au service de l'art. On va probablement innover et créer de nouveaux types d'expériences immersives. Nos visiteurs arrivent au bout de leur visite, voyons voir ce qu'ils en ont appris. Alors, convaincus ou non par l'immersion? J'ai trouvé ça très chouette, c'est beaucoup plus immersif qu'un musée parce qu'on était dans son univers. Par contre, j'ai trouvé ça un peu trop court, ça c'était un peu dommage. Mais là, vraiment, on se rend compte de la richesse en fait, de son univers et qu'il est vraiment vivant, on est dedans. C'est vrai que ce côté immersif permettait en fait de voir qu'il y avait énormément de détails. D'un autre côté, comme on ne voit pas les œuvres en tant que telles, on se perd un peu dedans. Et peut-être que ça manquait aussi d'explications. Mais c'est vrai que ce côté immersif permet en fait de découvrir l'art et Bruegel d'une autre manière. Ici, ça s'y prête, mais je ne pourrais pas me contenter que de ça, parce que j'ai aussi besoin d'aller voir la Joconde telle qu'elle est et de me dire qu'elle a été faite en 1500 et quelques et de n'avoir que ça. Franchement, je ne m'attendais pas à un musée comme ça. J'ai trouvé que c'était très agréable. On en a appris beaucoup de choses sur ce peintre.
Et franchement, c'est vraiment bien, surtout de voir les couleurs autour. Je pense que c'est ça qui donne envie de s'intéresser. Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris des choses. En fait, ce qui est dommage, c'est que souvent dans un musée traditionnel, on va dire, donc on a l'œuvre, on a la peinture, et à côté, on a une petite explication sur quand ça a été fait, en quelle année, etc. Et là, on ressentait beaucoup moins ça. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, dans la salle d'immersion, d'accord, il y avait le nom, le titre de l'œuvre, mais rien de plus. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc, ok, c'était intéressant, mais moi, personnellement, je préfère les musées traditionnels. Je trouve que c'est une chouette manière de découvrir un artiste, des œuvres, etc. On plonge vraiment dedans et ça donne encore plus envie de regarder que quand c'est des œuvres en peinture. On connaît les tableaux, mais tellement en détail, agrandis, c'est formidable. On peut voir tout en détail. Alors que quand on voit le tableau en réalité, au musée, on ne peut déjà pas trop s'approcher. D'habitude au musée, il faut être concentré, il faut essayer de s'accrocher pour lire. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à lire, à apprendre. Ici, les choses, elles nous viennent à nous, donc c'est moins un effort. C'est vraiment plus quelque chose qu'on ressent, qu'on vit. C'est une découverte qui est tellement chouette qu'on a envie d'en savoir plus. Et vous alors, tenté par l'expérience de l'immersion ?